Bonsoir à toutes et à tous. Vous suivez Actu en 7 sur Walfadjri. La transhumance a de beaux jours au Sénégal avec l'attitude de certains hommes politiques qui changent de discours et de comportement, mais aussi de camp au gré de leurs intérêts. Nous allons en parler au cours de cette émission et au cours de ce numéro. Nous allons aussi essayer d'analyser les profils des différents candidats à l'élection présidentielle du 24 février, les pôles, les alliances qui sont en train d'être nouées. Mais nous ferons aussi ainsi le point sur le combat citoyen mené par l'opposition et une partie de la société civile en 2012. 7 ans après, que reste-t-il de ce combat? Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir cette semaine Bakary Domingo Mané, qui est journaliste, analyste politique et formateur. Bakary Domingo Mané, bonjour. Bonjour. Et aussi Thierno Diop, journaliste, analyste politique, Thierno de Dakaractu. Thierno, bonjour. Bonjour Hassan. Amis téléspectateurs, nous allons commencer, messieurs, en parlant de ce combat citoyen mené en 2012 par l'opposition et une partie de la société civile. Cette semaine, le M23 a célébré, a commémoré l'ancêtre du décès de Mamadou Diop qui a été tué lors des manifestations contre le pouvoir d'alors, le pouvoir d'Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, que reste-t-il de ce combat mené il y a 7 ans? Je voudrais d'abord pour saluer vos téléspectateurs, pour dire que par rapport à cette question-là, évidemment, ce qui reste, c'est que il y a des Sénégalais qui continuent toujours à se battre, n'est-ce pas, pour des principes. Et ces Sénégalais-là, pour rien au monde, évidemment, ils ne changeront de direction. Parmi ceux-là aussi qui se sont battus en 2012, pardon, évidemment, il y avait parmi eux des gens qui avaient juste une visée pour accéder au pouvoir. Une fois que, disons, le but a été atteint, ils ne s'occupent plus du reste. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs catégories dans cette lutte-là, mais ce qu'on peut retenir comme, disons, enseignement, c'est que la mort de Mamadou Diop, évidemment, contrairement à ce que certains disent, que oui, c'est juste une perte. C'est une perte comme ça qu'on peut passer, disons, voilà. Moi, je pense que quelque part, la leçon est toujours là et que il y a des Sénégalais qui sont prêts à prendre le flambeau. Ça, il n'est pas mort pour rien. Même si aujourd'hui, le comportement de ceux qui le dirigent quelque part par rapport au discours, n'est-ce pas, qu'ils tenaient avant, même si on voit vraiment, disons, un fossé entre ce qu'ils disaient avant et ce qu'ils disent aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant, de mon point de vue, une raison de dire qu'il est mort, n'est-ce pas, pour rien. Alors, un rassemblement a été interdit, un rassemblement à son honneur, à l'honneur de Mamadou Diop, par le pouvoir. N'est-ce pas une manière? On ne peut pas dire que le pouvoir a trahi la mémoire de celui avec qui il combattait. Merci Hassan. Mais tout d'abord, vous me permettrez de dire bonjour à mon professeur, M. Bakary Domingo Mané, qui fut mon professeur, je crois, en communication politique. Véritablement, donc, c'est un doyen. Et pour revenir donc à votre question, moi je trouve que depuis l'avènement de Macky Sall au pouvoir, il y a une certaine manipulation autour de la mémoire de Mamadou Diop. C'est comme si on était en train de montrer aux autres qui seraient tentés peut-être de se soulever que vous avez vu le sort de ce garçon-là. Je ne sais pas, mais moi c'est l'appréhension que je nourris par rapport aux faits. Ouais. Parce qu'il y a une certaine traîtrise. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un soit votre frère d'armes, quelqu'un soit votre compagnon de route, et que depuis lors, on ne voit pas une certaine solidarité qui est marquée par rapport à Mamadou Diop. Donc c'est un peu machiavélique à mon sens. Et comme j'ai dit, je crois que c'est peut-être fait à dessein. Parce que n'oubliez pas que les ambitions ne sont pas les mêmes. Avant, on voulait accéder au pouvoir. Et quand on accède au pouvoir, on mobilise toutes les ressources, toutes les énergies pour le conserver. Donc je crois que de manière générale, cela participe d'une logique d'instrumentalisation. Et tantôt vous avez soulevé la léthargie qui frappe une certaine société civile par rapport à l'occupation de terrain, etc. Moi, sous ce rapport, je voudrais dire autre temps, autre mœurs.
peut-être que le contexte de 2011 n'est pas le même que celui de 2017. C'est comme si je vous opposais les événements de 2007. En 2007, on n'avait pas une certaine effervescence donc, par rapport à ces élections-là. Cela s'était déroulé donc de manière très calme. Mais en 2011, il y a eu le surgissement en tout cas d'un fait. Il y avait beaucoup de débats, de polémiques autour de ce qui était appelé la dévolution monarchique du pouvoir. Mais encore une fois, je manquerai à l'objectivité de ne pas souligner ça. Il y avait aussi une certaine manipulation, parce que dès lors que Macky Sall est venu au pouvoir, moi j'ai entendu un patron de presse, donc d'une très célèbre tribune, dire que moi j'ai instruit mes journalistes de tout faire pour que Wade tombe. Vous voyez? Donc tout est-il que bon, les contextes ne sont pas les mêmes, il y a d'autres paramètres, il y a un changement radical de paradigme. Et alors, à l'an 1, tout à l'heure, vous vous rappelez que vous parlez de traîtrise des tenants du pouvoir, et à l'an 1, ils étaient avec le M23 pour commémorer, pour rendre hommage à Mamadou Diop. Aujourd'hui, 7 ans après, qu'est-ce qui a pu changer pour qu'il change de position? Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. De mon point de vue, évidemment, il y avait cette... voilà, ils étaient préoccupés d'abord d'accéder au pouvoir. Une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, évidemment, avec un certain train de vie, hein, voilà, donc les facilités par-ci, par-là, hein, font que quelque part, évidemment, ils ont nié, ou du moins, ils se sont reniés. Ils se sont reniés par rapport à tout ce qu'ils disaient. Oui, c'est ce qui nous motive, ouais, c'est les préoccupations de la population, ouais, avec un discours à la limite vraiment de propagande. Hein, voilà, ces discours-là, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, et évidemment, c'est là où on peut se rendre compte qu'en réalité, les hommes politiques, ou du moins certains d'entre eux, tiennent ce discours-là sans pour autant vraiment croire à ce qu'ils disent fondamentalement. Parce que sinon, ce pourquoi Mamadou Diop, n'est-ce pas, est tombé sur le champ de bataille, mais les raisons sont toujours là. Hein, voilà, donc aujourd'hui encore pire, j'allais même dire pire, parce qu'aujourd'hui, en termes de respect des droits des citoyens, mais ces droits-là ont été bafoués. Combien de fois des Sénégalais ont cherché à marcher librement, n'est-ce pas, dans les rues de Dakar, on les a interdits, on les a opposé une interdiction, soit disant que ouais, les conditions ne sont pas réunies. Mais attends, le gouvernement est là pour rassembler, n'est-ce pas, pour réunir les conditions. Comment se fait-il que, depuis qu'on a annoncé, disons, depuis quelque temps, mais dans toutes les rues de Dakar, vous voyez, n'est-ce pas, des policiers. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Pourquoi en ce moment-là, on n'a pas pensé, on n'a pas songé à la sécurité des Sénégalais, puisque quand vous allez sur la VDN ou dans d'autres lieux, n'est-ce pas, fréquentés par les Sénégalais, les gens ne sont plus, n'est-ce pas, en sécurité. Et chaque fois, qu'est-ce qu'on vous oppose? Oui, on n'a pas assez d'effectifs. Oui, les effectifs n'ont pas les moyens. C'est maintenant qu'ils ont les moyens. Donc, il y a un problème par rapport à cela. C'est-à-dire que l'État du Sénégal, pour moi, est en train de jouer à Tartuffe. C'est un jeu de Tartuffe en réalité. C'est un jeu qui consiste, si vous voulez, à garder les Sénégalais en disant des choses auxquelles on ne croit pas. Et il y a ce jeu, n'est-ce pas, qui ne dit pas son nom, qui fait que quelque part, aujourd'hui, on peut comprendre l'attitude qu'ils ont par rapport, n'est-ce pas, disons, à cette affaire, au M23. C'est vrai, M23 a servi d'escalier. Ils sont arrivés au pouvoir aujourd'hui. Donc, tous ceux qui peuvent vraiment renvoyer l'image d'un cas de conscience, évidemment, ils vont essayer vraiment de se départir de ces gens. Or, aujourd'hui, Mamadou Diop, feu Mamadou Diop, est un cas de conscience, n'est-ce pas, pour les gouvernants. C'est cette image négative, n'est-ce pas, qu'on leur renvoie, en leur disant, voilà ce que vous avez dit avant, quand vous cherchez le pouvoir, voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc l'un dans l'autre, de mon point de vue, et voilà, moi j'explique vraiment le comportement des gouvernants, de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui se sont régnés. Le discours d'hier, aujourd'hui, est complètement balayé en brèche, et je pense que c'est ça, malheureusement, qui caractérise plus ou moins le lendemain politique sénégalais. Alors, il ne s'agit pas seulement des politiques, mais aussi de la société civile et aussi de la justice. Le chauffeur qui a ôté la vie à Mamadou Diop a été condamné à 2 ans de prison. Mais la chaîne, si on suit la chaîne de commandement, ceux qui sont devant, les responsables au premier chef, n'ont pas été inquiétés. Il y en a même qui sont aujourd'hui au pouvoir. Non, là, vous posez un problème complexe. Le ministre de l'Intérieur, il n'est pas sur le champ opérationnel, si je peux m'exprimer. Vous voyez, il est peut-être à un niveau stratégique.
Vous voyez. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine chaîne de commandement, mais c'est un peu plus complexe que cela, je crois. Et par rapport à la société civile qui aujourd'hui a, comme qui dirait, encore une partie de la société civile a délaissé le combat. Oui, c'est ce qu'on disait, parce que ça dépend de ce que vous appelez société civile. Moi, je crois que Amnesty International, RADDHO, etc., et même certaines figures de la presse, comme Doyen, bon, ils restent sur place, vous voyez, ils n'ont pas varié par rapport à leurs convictions d'hier. Mais il y avait des gens, bon, leurs écrits, ils donnaient leurs opinions selon leurs conditions du moment, vous voyez. Ils étaient comme dans une position de convoitise et de jalousie par rapport au pouvoir de Wade. C'est au toit de là que je m'y mette. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il était dans une logique de conquête de pouvoir. Qu'il fût journaliste, qu'il fût homme politique, qu'il fût même de la société civile. Tout est-il que, bon, ce qu'ils cherchaient, ils l'ont maintenant. Et dès lors qu'ils l'ont, ce qui les intéresse, c'est comment le conserver. Et en le conservant, ils sont parfois tentés d'user de méthodes très machiavéliques, malheureusement. Et sous ce rapport, vous me permettez de poser le curseur sur un fait. Cette semaine, on a baptisé le building administratif de Mamadou Dia. Mais ça nous renvoie à une certaine image de l'hypocrisie, parfois caractéristique de la pratique politique au Sénégal. Pendant 40 ans presque après les événements de 62, tout ce temps qu'ils sont, vous n'avez jamais entendu un homme politique de grande dimension prendre fait et cause pour Mamadou Dia. Je me souviens que je l'ai lu donc à travers le livre de Latif Coulibaly, Le Sénégal à l'épreuve de la démocratie. Il avait ressuscité une interview que lui avait accordée en 1992 déjà à travers les colonnes de Sud Quotidien, Jean-Alfred Diallo. Donc 30 ans après les faits de 1962 à 1992, Alfred Diallo disculpe tout simplement Mamadou Dia. Donc vous voyez, parce que peut-être que moi, il me semblerait beaucoup plus cohérent que l'image que projette Mamadou Dia soit conforme à l'image que projette le régime actuel en termes de gouvernance, en termes d'éthique, etc. Voilà, on baptise donc le building administratif du nom de Mamadou Dia. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait pour peut-être essayer de perpétuer l'exemple que Mamadou Dia a servi à la postérité? Je crois que toujours on assiste à une exacerbation du phénomène de la transhumance politique. Il n'y a pas, quoi qu'on puisse dire, une gouvernance sobre. J'allais dire que c'est une gouvernance sombre et vertueuse donc des deniers publics, etc., etc. Donc, tout est-il que, aussi bien Mamadou Diop que le fait de baptiser le bulletin administratif du nom de Mamadou Dia, il y a donc une logique donc, machiavélique d'instrumentalisation, etc. Et je crois que tout cela, c'est un peu insidieux. Juste par rapport à la société civile, qu'est-ce qu'on a remarqué lorsque le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, le M23, n'est-ce pas, a été victime d'une scission. Parce qu'à l'intérieur de ces M23, il y a des jeunes qui ne gommaient plus, disons, la ligne, disons, adoptée par les responsables du M23 ce mois. Et même la question s'était posée, est-ce qu'il fallait conserver le M23 ou non? Donc finalement, on l'a conservé, mais sauf qu'en conservant le M23, évidemment, il y avait une posture vraiment de soutien, n'est-ce pas, aux autorités en place, ce qui a plus ou moins choqué, n'est-ce pas, les chaînes qui étaient à l'intérieur et qui ont créé parallèlement, n'est-ce pas, le COS. Donc voilà, donc l'un dans l'autre, ça s'explique, hein, on se demande aujourd'hui, est-ce que les gens se sont battus vraiment pour des convictions ou bien c'est pour arriver vraiment à des prébendes? Donc autant de questionnements, évidemment, qu'on met sur la table et voilà, donc à y voir à y voir de près, évidemment, on peut être tenté vraiment de penser que certains compatriotes, évidemment, ne luttent pas parce que simplement ils ont des convictions, mais ils ont en ligne de mire vraiment des intérêts inavoués. Alors entre 2011 et 2012, les gens se sont battus. La campagne démarre ce 3 février à minuit. Une certaine opposition menace de saboter la campagne du candidat sortant, mais aussi le pouvoir dit qu'il ne va pas se laisser faire. Est-ce que finalement on a appris quelque chose du passé? Moi, c'est toujours la question que je me pose. À quel discours de l'opposition se fier? Parce que d'une part, on a une opposition qui dit qu'elle ne va pas participer aux élections. Bon, d'autre part, on a une opposition qui se prépare à aller aux élections. Il n'y a pas une uniformisation autour des discours et des démarches. Moi, je crois que cela pose problème. Et dès lors, l'opposition ferait mieux de régler certaines contradictions avant d'y aller. Parce que là, je vois qu'ils y vont peut-être en ordre dispersé. Bon, soyons logiques. On dit que les conditions d'une élection ne sont pas réunies. Mais à quoi bon d'y participer?
à moins que cela ne relève peut-être de surenchère verbale, tout simplement. Et bon, on dit que bon, les conditions sont réunies, on va aux élections. Il y a une certaine posture à adopter. Moi, je crois que l'opposition ferait mieux de se focaliser sur les conditions matérielles de la tenue des élections, le fichier, bon, etc. Est-ce qu'il y a les conditions de transparence qui sont réunies? Moi, je crois que c'est cela qui doit mobiliser peut-être aujourd'hui leurs énergies et leurs ressources. Et donc, de manière générale, il y a une cacophonie dans le discours. Moi, je ne comprends pas trop. Ou bien on décide de ne pas aller aux élections, ou bien en participant aux élections, bon, on exige certaines conditions. Bon, vous me permettrez aussi de mettre l'accent sur un fait. Il y a Wade qui va venir le 7 prochain. Moi, j'ai lu qu'il va traverser plusieurs quartiers de Dakar. Et c'est des quartiers véritablement, pour la plupart, réputés chauds, de la banlieue, etc. Voilà, donc peut-être qu'on va y revenir, mais je comprends vos craintes. Mais tout est-il que, avant qu'on en arrive là, il y a eu des antécédents. Il y a eu l'histoire du parrainage qui est là. Vous voyez? Bon, le discours du pouvoir a toujours été ceci, il ne se passera rien. C'est comme comment dire ça? C'est comme quand Wade disait que bon, tout ce que vous voyez, ce n'est que du vent. Donc, on était bien avertis de plusieurs choses déjà. Alors, même avec l'équation des gros bras, les risques sont gros. Il y a beaucoup de risques par rapport à cette élection présidentielle, à ces campagnes qui s'ouvrent ce 3. Oui, il y a des risques. D'abord, ce que j'appellerais la montée des périls, ces discours, disons, où on cherche à se faire peur. Je pense que ça aussi, c'est de bonne guerre, parce qu'en face aussi, l'État, notamment son patron, n'y va pas de main morte. Chaque fois qu'il parle, n'est-ce pas, de l'opposition, mais c'est en des termes vraiment d'une grande violence dans le langage, dans les mots utilisés, hein, qui fait que quelque part aussi, l'opposition de son côté aussi bande les muscles. Voilà. Maintenant, entre ce qui se disent, hein, voilà, et ce qui sera fait, peut-être que, bon, il peut ne pas y avoir un lien. Mais tout dépend de la manière dont, disons, le président sortant va gérer, parce que c'est lui, jusqu'à preuve du contraire, qui a la responsabilité de la sécurité, n'est-ce pas, des citoyens. Donc, si une certaine opposition va jusqu'au bout de sa logique, ça signifierait qu'il faut s'attendre que pendant cette campagne électorale, que le cortège du président, hein, ne soit pas à l'abri, n'est-ce pas, de certaines menaces. Et si cela arrivait, on se souvient encore de 2012. Cela pourrait avoir aussi une certaine influence sur l'aboutissement, n'est-ce pas, de cette élection, quoi qu'on dise. Parce que vous savez, nous sommes devant une élection dont l'issue est improbable. Hein, voilà, donc il y a plusieurs scénarios, n'est-ce pas, qui se dessinent là et qui fait que quelque part tout est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tenants du pouvoir pensent pouvoir pas céder le premier tour. Mais il y a un certain nombre de facteurs d'inconnus, n'est-ce pas, qui sont là. Parmi ces inconnus, évidemment, c'est quelle sera la posture des khalifistes, n'est-ce pas, et des libéraux. Parce que si, disons, ces deux-là parvenaient, disons, à unir leurs forces et décider, n'est-ce pas, de soutenir, n'est-ce pas, un candidat, évidemment, le schéma d'un second tour se dessine là un peu plus clair. Donc, l'un dans l'autre, quoi, moi, je veux faire la part des choses entre le politicien, n'est-ce pas, qui prend la parole, n'est-ce pas, qui est dans la manipulation, qui cherche à se faire peur. Et même cette histoire des marins du feu, en réalité, c'est pas quelque chose à prendre au sérieux. C'est-à-dire que le camp de Macky Sall joue à se faire peur. En se faisant peur, c'est une sorte de message qu'on envoie à tous les jeunes du Sénégal en leur disant « tenez-vous bien ». Ne partez pas, ne répondez pas, n'est-ce pas, à l'appel de l'opposition. Parce que, voilà, en brandissant la menace, comme quoi, nous aussi en face, nous avons des gens. Mais en réalité, pour moi, de mon point de vue, c'est vraiment de la politique politicienne et que ce n'est pas des trucs que moi je prends au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où je vais terminer. Un peuple déterminé, je dis bien un peuple déterminé, et ça, c'est démontré dans tous les pays du monde. Un peuple déterminé, évidemment, ce n'est pas
des chars de combat, n'est-ce pas, qui l'éviteront. Et regardez cette image, n'est-ce pas, de Tiananmen, hein, où un jeune garçon se met devant des chars de combat, et ça veut dire ce que cela veut dire. Donc, c'est pas ça le fond du problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal gagnerait vraiment à rassembler les conditions vraiment de sécurité, n'est-ce pas, de tout le monde. Hein? Donc, il ne s'agit pas d'assurer la sécurité de ceux qui sont au pouvoir, mais c'est d'assurer la sécurité de tous les Sénégalais. Et vivement, c'est là où je vais terminer, excusez-moi, ces forces de l'ordre que j'ai vues dans chaque coin de rue, j'aimerais vraiment que ça continue après les élections. Voilà. Espérons que ça continue après les élections. Et parlons maintenant de la transhumance, Thierno Diop, avec les hommes politiques qui marchent au gré de leurs intérêts, des allégations qu'ils sont en train de prouver aux Sénégalais. Est-ce à dire que politique et valeur ne riment pas? Politique et valeur ne riment pas. Moi, j'entends aussi, il y a un proverbe qui dit que, bon, une maxime. En politique, si on ne t'a pas trahi hier et qu'on ne te trahit pas aujourd'hui, on te trahira demain. Donc, tout est-il que peut-être la trahison est consubstantielle à la politique. Bon, ça ne m'honore pas de le dire. Et qu'au Sénégal, à travers l'histoire, il y a toujours eu des entrées et des sorties. Hein. Moi, j'aime toujours rappeler que dès les années 50, par exemple, on a assisté aux retrouvailles entre Maître Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor. Vous voyez, donc ils s'étaient séparés à partir de 1948, mais après les élections de 1956, ils se sont retrouvés. Et Maître Lamine Gueye a été inamovible président de l'Assemblée nationale jusqu'à son regrettable décès en 1968. Même les leaders du PRA Sénégal, ils étaient les plus durs, les Hassan Sek, Amadou Matar Mbow. Donc, bon, eux, dans les années 60, ils ont intégré le gouvernement de Senghor. De telle sorte qu'on parlait même de parti unique à l'époque. À part Cheikh Anta Diop, à un moment donné, il n'y avait presque plus d'opposition au Sénégal. On se souvient des fameux gouvernements de majorité présidentielle élargie que Wade intégrait dans les années 90, respectivement en 1991 et en 1995. Donc tout est-il qu'il y a toujours eu un jeu de chaises musicales, si je peux passer l'expression, entre pouvoir et opposition. Mais de plus en plus, parce que nous sommes dans un contexte d'après-guerre froide, où il y a une mort des idéologies. Vous voyez, c'est pas, les clivages ne sont plus basés sur des idéologies. Il y a même Jacques Attali qui le dit dans un de ses ouvrages. Il dit que, bon, maintenant, pour devenir chef d'État ou bien pour être élu, il faut avoir la meilleure image possible. C'est tout simplement ça. Il faut être présentable. Il faut, bon, comme pour utiliser un langage de marketing, quoi, il faut pouvoir être vendable, entre guillemets, quoi. Donc, dès lors, bon, parce qu'il y a transhumance et transhumance. Il faut poser le débat de fond. Ce qui est à la base des choses, c'est le problème de démocratie interne. Moi, si je suis du parti je prends l'exemple de Hassan Fall, par exemple. Bon, il y a une velléité dictatoriale. Lui, son parti, c'est lui, son clan, sa famille, etc. Alors que c'est lui seul le chef de l'opposition, la meilleure menace pour Macky Sall. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux être tenté de rejoindre Macky Sall. Ce n'est pas parce que là, je suis en train de légitimer la transhumance. Mais à côté de cela, vous voyez, il y a des gens qui transhument au gré des vents et variations de la fortune. C'est parce que peut-être que, bon, ils sont un peu, entre guillemets, ils ont perdu des privilèges. Et pour retrouver ceux-ci, ils sont tentés d'intégrer le pouvoir. Mais de toute façon, il y a beaucoup de contradictions par rapport à ce que nous appelons transhumance. Il y a un problème, en tout cas, de démocratie interne qui pose la problématique du toilettage de la pratique politique au Sénégal. Alors, doyen, des adultes, des personnalités qui se réunissent à l'espace de quelques jours et à la face du monde, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Oui, d'abord, il faut dire que la transhumance, c'est le mouvement qui concerne, hein, donc qui permet à quelqu'un de quitter, disons, l'opposition, pour ne pas dire un camp qui n'est pas celui, n'est-ce pas, du pouvoir, pour le pouvoir. Le contraire, on ne parlerait pas, n'est-ce pas, de transhumance. Pour la bonne et simple raison qu'on estime que celui qui quitte l'opposition pour le pouvoir, l'État a un certain nombre de choses à lui offrir. Or, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, pour le pouvoir. Donc ça aussi, les gens font l'amalgame, mais il faut le comprendre ici. Quelqu'un
qui quitte le parti au pouvoir, qui va à l'opposition, il n'est pas un transhumant. Par contre, le transhumant, c'est celui qui quitte le camp de l'opposition pour, n'est-ce pas, le camp du pouvoir, parce que le pouvoir a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus, n'est-ce pas, de possibilités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comment j'analyse le fait que des gens disent des choses aujourd'hui et se renient, n'est-ce pas, le lendemain. On peut expliquer ça par le fait qu'ils n'ont pas pris assez de précautions dans le discours qu'ils articulent. Ce discours, quelles sont, disons, les conséquences, quel est l'impact de ce discours-là sur l'opinion. Parce que sinon, si on parle comme ça, sans s'arrêter au moment, sans poser ces questions, en se disant, mais ce discours que je tiens là, est-ce que ça peut se vérifier dans 1 an, dans 2 ans, hein, voilà, comment les gens vont le réceptionner. Donc je pense que ce n'est pas des questions que les gens se posent. Souvent, des gens dans le feu de l'action, parce que simplement ils ont un public devant soi, évidemment, ils sont emportés et ils disent n'importe quoi. Ils peuvent de 2 choses l'une. Soit ils disent des choses auxquelles ils ne croient pas, ou bien ils disent des choses, n'est-ce pas, qui les dépassent. Donc ça, c'est vraiment la posture qu'on peut avoir. Maintenant, ce qui s'est passé, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, de personnalités qui ont quitté le camp de l'opposition pour aujourd'hui. Et parmi ces personnalités, il y a le cas de Maître Aïssata Tall Sall. Il faut en parler. C'est vrai, cette dame avait une certaine image, vraiment qu'elle a renvoyée aux Sénégalais, d'une femme, dame de fer, comme on le dit, vraiment pleine de convictions, hein, voilà, donc qui a des choses vraiment à défendre et qui, du jour au lendemain, n'est-ce pas, regagne le camp au pouvoir sous prétexte que parmi tous les candidats, n'est-ce pas, qui sont présents, c'est le seul, n'est-ce pas, qui porte son projet à elle. C'est vrai, elle a rencontré Ousmane Sonko, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, et certainement ils ne se sont pas tombés d'accord, bref. Mais je pense que c'est les tractations, où chacun vient et te dit, donne-moi ceci, donne-moi cela. Donc on monnaie, c'est-à-dire que même la forme là, moi quelque part ça me gêne. C'est-à-dire que voilà, les gens viennent dépecer, n'est-ce pas, un lion qui n'est pas encore mort là. Et le jour J, comme ça, puisque... Bon, mais hormis maintenant tout cela, il faut dire, de mon point de vue, la politique, c'est une autre dimension. Et là, je prends à témoin ce que disait Hannah Arendt. Quand elle dit, ceux qui envisagent la politique sous l'angle de la vérité, se mettent en dehors d'elle. C'est-à-dire que pour elle, on ne peut pas, disons, envisager la politique sous l'angle de la vérité. Parce que la vérité, elle est comment? Elle est despotique. Hein, voilà, elle ne nous permet pas de choisir ou de ne pas choisir. Elle nous impose, n'est-ce pas, son point de vue. Or, en politique, dit-elle, c'est la recherche de consensus, la recherche, n'est-ce pas, du compromis. Donc, si on aborde la question politique sous cet angle-là, on peut être amené à comprendre, je ne suis pas en train de justifier, n'est-ce pas, le comportement, mais on peut être appelé à comprendre pourquoi les hommes politiques qui tiennent son discours aujourd'hui, n'est-ce pas, changent le lendemain. Parce que simplement, ils n'ont aucune emprise sur la chose, parce que la réalité sociale, elle est mouvante. Hein, voilà, la réalité politique aussi, elle est mouvante. Donc, comment une parole peut figer, n'est-ce pas, une réalité? Évidemment, vous me direz que c'est philosophique, mais en réalité, c'est cela, pour vous montrer la quintessence, la difficulté, n'est-ce pas, avec le recul qu'on peut avoir sur ces phénomènes de transhumance. Donc, l'un dans l'autre, évidemment, il peut y avoir encore d'autres raisons sous-jacentes qui peuvent expliquer. C'est vrai, la personne va vous dire des choses superficielles, mais la lame de fond, il ne le dira jamais. Peut-être que la personne a eu des pressions, peut-être que la personne a eu, je vais même dire, la pression de son entourage, de toute une communauté d'ailleurs. Même la communauté peut intervenir aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, ce que je regrette dans le lendemain politique, c'est quoi? C'est la manipulation des communautés par les hommes politiques. C'est la manipulation, n'est-ce pas, des communautés par les hommes politiques. Et c'est dangereux, n'est-ce pas, de manipuler les communautés. Parce que, évidemment, tu peux venir au pouvoir, tu les as manipulés, les gens, ta communauté a massivement voté pour toi. Mais le jour où tu vas quitter le pouvoir, celui qui va venir, qui n'est pas de la même communauté que toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi donc, moi, c'est un appel que je lance à l'endroit, n'est-ce pas, des hommes politiques. Il faut savoir raison garder. Et voilà, et qu'on ne stigmatise personne. Hein, nous sommes tous des Sénégalais, et d'ailleurs, devant la chose publique,
que les gens puissent avoir un accès égal, n'est-ce pas, à la chose publique. Mais que le nom de famille ou bien le nom de parti ne puisse pas influer sur vraiment les responsabilités que je peux être amené à avoir au sein d'un gouvernement. Non, ça, je pense, c'est un appel que je lance et je pense que les hommes politiques qui manipulent les communautés le savent bien. C'est une chose à laquelle, c'est une chose sur laquelle vraiment les gens doivent, disons, s'arrêter et vraiment attirer l'attention des hommes politiques. Parce qu'ils risquent en ce moment-là de mettre vraiment le pays en péril. Les gens ont des scrupules à en parler, mais je pense que le débat doit être posé. On ne doit pas manipuler les communautés dans ce pays parce que c'est extrêmement dangereux, à la fois pour les communautés elles-mêmes et pour le pays en entier. Bakary Domingo Mané. Alors, Thierno Diop, arrêtons-nous un peu sur le cas de Maître Aïssata Tall Sall, qui a rejoint le camp du président Macky Sall. Est-ce qu'elle pourra se relever après cet épisode, vu la réaction des populations? Donc, tout à l'heure, il a parlé de Hannah Arendt, l'auteur de la défaite de la pensée. Donc, il y a une défaite de la pensée, pour reprendre Hannah Arendt. Or, le sommet de la région engendre des monstres. Vous voyez? Parce que je voudrais abonder dans le même sens que lui, avant d'en venir à Aïssata Tall Sall. Parce que là, nous sommes à une situation grave. Je ne sais pas si les gens sont en train de mesurer le danger. Nous, au Sénégal, nous avons eu une chance depuis 1960. Je crois que Senghor, sa formule chère était comme un vouloir de vie commune. Et ce principe-là, ça sert de support sociologique à l'État, qui est un instrument juridique, comme j'aime toujours à le rappeler. Parce que depuis un certain temps, il y a une tendance à la manipulation des communautés. C'est un fait qui ne date pas de longtemps. Bon, moi, je crois qu'on a affaire à des intellectuels, à des gens qui savent ce qu'ils font. Tout est-il que nous avons toujours été un îlot de stabilité dans cette sous-région. Présentement, il y a les cendres de l'ivarité qui ne sont pas, les braises de l'ivarité qui ne sont pas complètement éteintes, etc. Donc, dans l'entourage immédiat du Sénégal, au Mali, etc., il y a beaucoup de problèmes. Or, le Sénégal a toujours joué un rôle d'arbitre. Et c'est ce qui a consacré son leadership sous-régional sur la scène, donc son leadership diplomatique sur la scène sous-régionale. Donc, je comprends ce qu'il dit. Et donc, de la même façon, j'attire l'attention de l'opinion sur ce fait insidieux qui nous menace. Donc, pour en venir à Aïssata Tall Sall, bon, moi, je crois que je ne suis pas en train de justifier des reniements. Quoi qu'on puisse dire, elle s'est un peu reniée. Parce qu'elle a beaucoup appuyé donc, sur le bouton de l'éthique. Ouais. Elle a toujours bâti son discours sur l'éthique. Et conséquemment, les gens l'estimaient par rapport à cela. Tantôt, j'ai parlé de problème de démocratie interne dans les partis. Ici, à Walfadjri, dans les colonnes de Walf Quotidien, en 2011, elle a été la première, en 2011 je dis, à remettre en cause le leadership de Tanor Dieng en disant que le PS n'a pas de candidat naturel. Bon, tout le monde savait que Tanor Dieng n'avait pas de sens. Quand on voit de la manière dont il avait conduit le Parti socialiste à la catastrophe en 2000. De 2000 à 2012, à 2007 déjà, le Parti socialiste, donc, son score a baissé de 42% à 13%. Vous voyez? De toute façon, il y avait d'autres profils. Il pouvait même choisir Khalifa Sall ou autre. Mais on voyait que Tanor Dieng n'avait pas le charisme requis pour accéder au plus haut destin politique au Sénégal. C'est ça le problème fondamental. Elle a posé le débat. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Mais les Khalifa Sall, les Bamba Fall et autres, mais ils se sont débinés. C'est elle qui a attaché le gros lot pour remettre en cause le leadership de Tanor Dieng. Elle a tiré donc sur la sonnette d'alarme. Bon, on ne l'a pas suivi. Bon, tu te dis que depuis lors, bon, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je la suivais, malheureusement. Bon, on peut dire qu'elle s'est reniée. Mais comme disait Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison peut-être ne connaît pas. Donc, elle a beaucoup critiqué la gestion de Macky Sall, mais elle théorise son reniement de cette manière-ci, à savoir qu'elle n'a pas participé au septennat. Si elle est aujourd'hui avec Macky Sall, c'est pour peut-être conquérir un nouveau pouvoir auquel peut-être elle va participer. C'est pourquoi je vous dis que cette histoire de... Cette histoire... Hein? Elle dit être en phase avec le pouvoir. Elle dit être en phase avec le bilan de Macky Sall. Avec le pouvoir, oui. Bon, ça peut-être que je n'ai pas entendu. Moi, ce que j'ai entendu dire, peut-être que l'élément a été un peu court,
c'est que bon, elle n'assume pas bon par rapport à tout ce qui s'est passé, mais par rapport à l'avenir. Donc bon, elle a discuté avec Sonko, elle a discuté avec Idrissa Seck, et que c'est Macky Sall qui lui a proposé comme l'offre la plus alléchante. Moi, c'est ce que je les ai entendu dire, donc peut-être que je peux m'en tenir là. Bon, tout est dit que de manière générale, je l'ai dit tantôt, cette histoire de transhumance là, il y a deux manières de l'appréhender. Il y en a qui quittent leur formation politique pour des raisons peut-être objectives, mais il y en a d'autres qui sont peut-être qui courent donc derrière le vent, derrière la fortune en tout cas. Ils sont à la recherche de prairies, comme on dit, peut-être plus généreuses. Merci. Alors, Bakary Domingo Mané, est-ce que Aïssata Tall Sall ne s'est pas suicidé politiquement à 61 ans en rejoignant le camp de Macky Sall? Oui, suicider, je ne le pense pas. Et je ne veux même pas peut-être m'immiscer sur ce terrain-là en se disant que la jurisprudence a montré au moins une chose. Beaucoup de personnalités ont quitté le camp de l'opposition, ils ont regagné, n'est-ce pas, le camp du parti au pouvoir. Ils sont revenus dans l'opposition, ils se sont fait, n'est-ce pas, une nouvelle virginité. C'est possible, hein, parce que si vous voulez, l'opposition fonctionne comme une sorte de purgatoire. Quoi. Voilà. Donc, ça peut être le cas, n'est-ce pas, pour elle. Hein. Elle est partie. Quand Macky va perdre le pouvoir, elle est obligée, n'est-ce pas, de revenir. Et en ce moment, évidemment, elle va dans l'opposition, mais pour encore émerger dans cette opposition, il va falloir articuler un autre discours. Peut-être un discours encore beaucoup plus virulent pour exister. Ou bien faire comme d'autres. Ces gens sont partis, ils sont revenus, ils sont plus audibles. Donc ce sont ces deux cas de figure qui peuvent se poser, n'est-ce pas, à elle. Parce que moi je me suis dit que dans tous les cas, 61 ans, elle n'est pas aussi, elle est jeune. Voilà, donc voilà. Aujourd'hui, il y a d'autres leaders plus jeunes qu'elle, c'est vrai, mais sont tous la même génération. Si je pense que la génération, c'est 25 ans, comme disait l'autre, quoi. Donc c'est la même génération, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, elle part, elle est partie. Comme tu le disais, le cœur a ses raisons que la raison hier. Elle sait. Elle seule sait pourquoi elle est partie. Mais dans tous les cas, elle est partie, c'est sa liberté, mais qu'on donne la liberté aux Sénégalais aussi, n'est-ce pas, de dire ce qu'ils pensent. Parce que, quelque part, les Sénégalais ont été floués. Ceux-là, n'est-ce pas, qui ont suivi son discours, qui ont cru à un moment donné, et qui, subitement, ont été carrément, disons, sevrés par un discours auquel ils croyaient. Donc ces gens-là, qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer et de dire ce qui leur fait mal. Voilà. Alors, courtisé par presque tous les candidats à la présidentielle, annoncé chez Idrissa Seck, Aïda Mbodj maintient le suspense. Cet épisode n'a pas joué sur ça? Si, bien sûr. Moi, c'est la compréhension que j'en ai. Hein. Peut-être que, comme on dit, l'année de Cléopâtre utile était plus court, la face de la Terre à nuit était changée. S'il n'y avait pas ce phénomène Aïssata Tall Sall, peut-être qu'elle se serait prononcée depuis longtemps. Hein. Bon, donc, justement, ces deux-là, Aïda Mbodj et Aïssata Tall Sall, vous savez, moi, je crois que j'ai eu à faire un portrait croisé des deux. Ouais. C'est des trajectoires véritablement extraordinaires. Parce que Aïda Mbodj, par exemple, elle a un leadership. Moi, en tant que journaliste, j'ai couvert beaucoup de ces sorties quand elle était ministère de la Femme. Et si vous vous souvenez bien, elle, peut-être qu'en termes de longévité, par rapport à la gestion de ce ministère, sous Maître Abdoulaye Wade, elle bat tous les records. Elle bat tous les records. Bon, parce qu'elle a une certaine personnalité. Elle a un leadership. Mais il y a eu un débat qui s'était posé au sein du PDS par rapport au plan B. Elle s'était présentée. Moi, je faisais partie... Bon, elle ne me connaît pas bien, mais j'ai eu la chance de lui parler au téléphone, brutalement, pour dire que moi, je vois peut-être en l'œuvre d'une future présidente de la République du Sénégal. En tout cas, une Ségolène Royal à la sénégalaise. Vous voyez, dès lors que Karim Wade ne pourrait pas être candidat. Vous voyez donc ce qui arrive aujourd'hui au Parti démocratique sénégalais. Pendant longtemps, on n'a pas réglé ce problème de plan B. Bon, un beau jour, on se retrouve sans candidat. Est-ce que là, on ne pourrait pas donner raison à Aïda Mbodj, bien à Fada Diagne même, qui avait posé ce débat. Mais quand il avait posé ce débat, qu'est-ce qu'on a fait? On les a tout bonnement exclus du parti. Donc, ce n'est pas parce que je leur donne forcément raison. Mais je dis que le fait est là. Il y a un problème de démocratie interne au Sénégal. Les partis sont gérés comme des clans. Et tout pour Aïssata Tall Sall, vous voyez. Bon, le pouvoir qui court derrière Aïda Mbodj, moi je crois que c'est à titre symbolique. Bon, Aïda Mbodj, quoi qu'on puisse dire,
elle est descendue de Carib Ansila au Bambey. Elle a perdu beaucoup donc elle a beaucoup perdu par rapport à sa représentativité politique. Elle n'a plus le même poids politique parce que elle est peut-être délestée de la popularité de Wade dans le Baol. Donc si Macky Sall veut aujourd'hui avoir Aïda Mbodj, c'est peut-être à titre symbolique pour l'exhiber comme un trophée de guerre et dire que j'ai démoli le Parti démocratique sénégalais, comme il l'a fait avec Fada Diagne, etc. Effectivement. Alors, parlons un peu de d'autres silences, le silence de Khalifa Ababacar Sall, ou bien de ceux de son camp, Khalifa Ababacar Sall, qui disent qu'ils vont se prononcer ce lundi. Mais avant ça, Ladiob Diop, qui est aujourd'hui du côté de Ousmane Sonko, Banda a choisi Macky Sall, Barthélémy Diaz qui attend la décision de Khalifa Ababacar Sall, et Bamba Fall qui dit qu'il n'est pas sous tutelle de Khalifa Ababacar Sall. On est en train de voir une dislocation de Taxawu Sénégal. Oui, vous savez, la nature a horreur du vide. Le fait qu'il soit, le leader soit en prison, évidemment, explique qu'il y ait des velléités, qu'on voit des velléités au sein, n'est-ce pas, de Taxawu Sénégal, c'est normal. Voilà, le contraire m'aurait surpris. Maintenant, de là à penser que, évidemment, c'est Taxawu Sénégal vraiment qui s'est disloqué. Vraiment, je pense que jusqu'à présent, le fait qu'il soit en prison aussi a fait que quelque part aussi, a fait le mouvement contraire, c'est-à-dire que les gens resserrent, n'est-ce pas, les rangs. Bon, la décision, n'est-ce pas, de Khalifa est attendue. La décision, n'est-ce pas, du PDS aussi est attendue. Parce que, comme je l'ai dit, si ces deux parvenaient vraiment à se retrouver et décider de soutenir, n'est-ce pas, un candidat, ce candidat a plus ou moins de chances. Et là, en ce moment-là, les conditions d'un second tour vont se dessiner, n'est-ce pas, immanquablement. Maintenant, j'ai appris, et je pense qu'il y a des pourparlers, des gens de Khalifa, n'est-ce pas, qui sont allés à Versailles. Donc il y a des pourparlers entre les khalifistes, n'est-ce pas, et les karimistes, et les libéraux. Bon, à quelle fin? Je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, les 4 candidats de l'opposition aimeraient chacun avoir le soutien des khalifistes, n'est-ce pas, et des libéraux. Parce que ça va peser sur la balance. Et pour moi, c'est une posture de faiseur de roi. C'est-à-dire que ces gens, aujourd'hui, ils ont leur destin en main. S'ils ne veulent plus de Macky Sall au pouvoir, en tout cas, il suffit simplement de se mettre ensemble, créer les conditions, n'est-ce pas, d'un second tour. Maintenant, s'ils y vont à un ordre dispersé, imagine, parce qu'on peut, c'est quelque chose qu'il faut aussi intégrer, que le PDS ne donne pas des consignes de vote. Si le PDS ne venait pas à donner des consignes de vote, c'est clair et net, ça signifie que c'est un soutien, n'est-ce pas, au président actuel. Donc ça, il n'y a rien à faire. Mais pour les khalifistes, c'est sûr et certain, ils vont s'aligner derrière quelqu'un. Maintenant, ces khalifistes-là, ils ont retardé plus ou moins par rapport à la saisie, n'est-ce pas, de la CEDEAO, mais en sourdine, en tout cas, il y a ces tractations entre les libéraux, n'est-ce pas, et les khalifistes, pour voir un peu quelle la bonne formule soit adoptée. Maintenant, l'un dans l'autre, c'est ça que j'appelle l'inconnu, n'est-ce pas, de cette élection-là. Cet inconnu, d'abord, si c'est résolu, qu'ils aillent ensemble soutenir quelqu'un, évidemment, la moitié, n'est-ce pas, du parcours a été déjà, du chemin, n'est-ce pas, a été parcouru. Dans le cas contraire, évidemment, on va encore, peut-être que les conditions d'un premier tour où le président va peut-être gagner de justesse, mais gagner quand même. Voilà, parce que simplement, l'opposition n'a pas su vraiment créer les conditions d'une unité. Voilà. Maître Abdoulaye Wade a fait très mal, Thierno, lors des législatives après son retour. Il est annoncé au Sénégal ce jeudi 7 février. Qu'est-ce qui risque de changer après son arrivée? Après son arrivée, peut-être qu'on va assister à un remake du phénomène de 2000. Donc, c'est quand il a quitté la France pour venir au Sénégal que beaucoup de choses avaient chamboulé. Parce qu'à l'époque, on parlait de Niass ou bien de Djiboka comme un futur challenger d'Abdou Diouf. On avait presque tué le Parti démocratique sénégalais. Doigt est là. Donc, mais quand Wade a mis les pieds au Sénégal, parce que quoi qu'on puisse dire, il faut lui reconnaître son charisme. Donc, pour en revenir à ce qu'il disait, et ça intègre la dynamique du retour de Maître Abdoulaye Wade. Pour en revenir, bon, moi, je veux dire ceci. À rester là, à trop délibérer, on perd son temps. Il faut prendre une décision. Donc il faut faire preuve de pragmatisme. Là, l'opposition, les khalifistes et les karimistes, ils sont devant le fait accompli. Il y a Sonko, il y a Idrissa Seck. Vous voyez, il y a même d'autres candidats. Mais en tout cas, ce sont les mieux en vue.
par rapport à une éventuelle consigne de vote venant qui des khalifistes, qui des karimistes. Donc là, il faut opérer un choix. Et moi, je trouve qu'eux, ils ont prétexte à se regrouper autour de... Les libéraux, ils ont prétexte à se regrouper autour de Idrissa Seck, comme l'a fait Pape Diop, qui fut la deuxième personnalité du Parti démocratique sénégalais quand Maître Abdoulaye Wade accédé au pouvoir, pour ne pas donner justement raison aux transhumants. Vous voyez, en France, quand la situation s'est compliquée au niveau de la droite, bon, on a créé l'UMP. Tout est-il que partout au monde, la tendance est au regroupement, la tendance est aux fédérations, à l'établissement de cadres unitaires. Il ne devait pas y avoir de problème qui se retrouve autour de Idrissa Seck. Et tout pour les khalifistes. Parce que lors des législatives, bon, Idrissa Seck avait accepté de s'effacer au profit de Khalifa Sall. Mais il invoque une décision de la CEDEAO. Moi, je crois que c'est pour rallonger les négociations. Il y a une sorte de surenchère. Or, ça a un effet contre-productif. À la longue, le peuple va se dire que cela, bon, il ne croit en rien. Et ça va ouvrir un grand boulevard à Macky Sall. La dispersion bon, des électeurs. La dispersion, moi je trouve qu'il y a ceci. Il y a les néophytes, excusez-moi du terme. En tout cas, les leaders émergents. Comme ce qu'a fait Boubacar Camara, il est allé se raser derrière Ousmane Sonko. Parce que Sonko est un leader émergent. Eux, ils se proposent de nettoyer les écuries d'Ozias. Ils se disent anti-système. Ceux-là peuvent se regrouper. Maintenant, l'école réaliste, regroupant les libéraux et les khalifistes, mis devant le fait accompli, normalement, il ne devait pas y avoir pour que se range derrière Idrissa Seck. Après, les choses continuent. Bon, maintenant, c'est justement sous ce rapport-là qu'ils vont mieux bénéficier du retour que je présume triomphal de Maître Abdoulaye Wade. C'est sous ce rapport-là. Donc, parce que là, bon, Wade va trouver un cadre qui est déjà sur place. Un cadre regroupant Khalifa Sall, quand bien même il est en prison, Idrissa Seck, Malick Gakou, etc., de grandes figures de l'opposition. Et là, il y a un vote anti-Macky qui va se dessiner forcément. N'oubliez pas que lors des législatives, Macky, sa coalition, n'avait pas eu le score de 50%. Si c'était une présidentielle, on aurait forcément assisté à un second tour. Ils doivent capitaliser sur ce fait-là. Mais ne pas le faire, c'est, comme il a dit, créer les conditions d'une réélection très facile de Macky Sall. Le président Macky Sall a fait miroiter un peu l'image d'une amnistie après son second mandat, s'il arrive à avoir ce second mandat, en parlant de Khalifa Ababacar Sall et de Karim Wade. Donc ces deux-là peuvent soutenir le candidat Macky Sall sans l'adouber publiquement. Oui, ouais, ben, je pense qu'ils ne sont pas aussi dupes. Hein. Donc l'amnistie brandie, il gère le pouvoir. S'il venait, disons, à gagner, il va gérer le pouvoir encore pour 5 ans. Voilà. Donc, ce qui est sûr et certain, il n'a pas un autre mandat à attendre. Et je ne verrai pas. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est vraiment de passer, n'est-ce pas, au premier tour. S'il passe au premier tour, je dis qu'il ait le soutien de Karim ou de l'autre, il va les amnistier. C'est le premier acte qu'il va poser pour, disons, renvoyer une autre image, n'est-ce pas, aux Sénégalais. Ça aussi, je pense qu'il faut le noter aujourd'hui. Et là, si j'étais son conseiller en communication, s'il passait dès le premier tour, je dis le premier acte, d'abord, il faut amnistier. Dès que tu amnisties, tu renvoies une image positive de toi, alors que les gens peut-être avaient une image négative de toi. Mais s'il le fait aussi, les gens diront, parce que c'est la contrepartie aussi, c'est le retour du bâton. Les gens diront, ah, donc c'est lui qui les a mis en prison, voilà qu'il s'empresse maintenant de les amnistier. L'un dans l'autre, je pense que tout choix, évidemment, a des conséquences. Maintenant, moi, je suis d'accord pour peut-être le premier choix, qui consiste à les amnistier. Donc, dans tous les cas, je pense que ceux-là ne se font pas d'illusions. Hein, donc, ils font des calculs. Et Karim, il est jeune. Mais il y a Sonko est plus jeune, n'est-ce pas, que lui, quoi qu'on dise. Mais bon, l'un dans l'autre, c'est une nouvelle génération qui est en train d'arriver et que forcément, même le président Macky Sall, s'il passait au second tour, il y a beaucoup de choses qui risquent de changer. Parce que nous avons de plus en plus une opinion forte. Hein, de plus en plus, les gens parlent des réseaux sociaux. Oui, mais en langage politicien, on vous dit oui, les électeurs ne sont pas sur la toile. Mais ça, c'est une façon de parler. Ces électeurs-là, ces gens qui sont dans les toiles, ils sont dans les maisons. Et ce qu'ils voient sur les toiles, ils le partagent à la maison, ils le partagent avec des amis. Donc, dire que ça n'a pas d'impact, il faut pas s'amuser, quoi. Donc, moi, je pense que, de mon point de vue, miroiter l'amnistie pour avoir le vote, n'est-ce pas, de Karim ne me paraît pas une bonne stratégie. Parce que dans tous les cas, je ne pense pas qu'il puisse vraiment mordre à la mousson pour ça.
parce que déjà, l'autre est en prison, il va purger bientôt sa peine. L'autre a déjà purgé. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas efficace. Alors, une lecture de la carte électorale pour terminer. On prend 3 régions. Dakar, Diourbel, Thiès, ça fait 3 600 000 et plus d'électeurs. À Dakar, on a Pape Diop, Khalifa Babacar Sall. Pape Diop est avec Idrissa Seck. Khalifa, on attend lundi. À Thiès, il y a Idrissa Seck, il y a Issa Sall. À Diourbel, on a Mbacké avec le PDS qui est fort là-bas et aussi Bokk Gis Gis. On attend Aïda Mbodj. Là, on sait que l'opposition est un peu forte dans ces 3 raisons qui sont les raisons capitales de cette élection présidentielle. Est-ce que donc, si on fait la lecture, le deuxième tour est évitable? Mais bien sûr, mais ça dépend des conditions. Parce que s'ils sont dans une logique de dispersion, c'est comme j'ai dit, ça va accélérer le phénomène de la transhumance. Et ça va avoir un effet contre-productif. Mais s'ils sont unis, bien sûr. Bon, parce que, comme vous dites, hein, à Dakar, aux législatives, Wade et les khalifistes n'étaient pas, et le reste de l'opposition, représentants significatifs, n'étaient pas ensemble. Mais l'APR avait eu, la mouvance présidentielle, Benno Bokk Yakaar, avait eu une victoire à la Pyrrhus. Il y en a même qui disent qu'il avait perdu à Dakar. Donc, s'ils se regroupent donc, à plus forte raison, ils vont facilement donc remporter le département de Dakar. Le département de Pikine a pendant longtemps été un bastion du Parti démocratique, du Parti démocratique sénégalais. Bon, peut-être que bon, Guédiawaye, bon, ça a été un peu socialiste en un certain moment, mais surtout Pikine, le département de Pikine, ça a toujours été un bastion du Parti démocratique sénégalais. Il y a Ngoné Ndoye qui était avec Hadjibou Soumaré, qui est à Rufisque. Vous voyez. Donc, elle fut ministre, elle est un peu populaire dans la zone. Ça peut jouer sur la balance. Thiès, n'en parlons pas. Bon, parce que pour le moment, Idrissa Seck est avec Hadjibou Soumaré. Mais s'ils sont renforcés de Thierno Alassane Sall, je crois que, de manière générale, bon, Touba aussi, c'est la même chose. Et puis Touba, peut-être que la défaite de la mouvance présidentielle là-bas, lors des législatives, aurait pu être beaucoup plus cuisante si les élections s'étaient déroulées de la meilleure manière possible. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Touba, jusqu'à preuve du contraire, reste une zone de focalisation de l'électorat libéral. Ouais. Et donc, quand Pape Diop, Wade, etc., Idrissa Seck sont ensemble, je crois qu'ils vont faire peut-être bon. Ils vont passer facilement. Donc, tout est-il que les conditions de second tour, moi je crois qu'elles se dessinent, mais il y a des comment dirais-je, des préalables qui tiennent à la manière dont les coalitions vont se constituer. Et qu'une certaine opposition n'a pas intérêt à la dispersion. Force est de reconnaître qu'en l'espèce, khalifistes, karimistes ou peut-être les gens de Idrissa Seck doivent pouvoir se regrouper. Une lecture de cette carte pour terminer? Oui, cette carte, évidemment, si on fait un peu de comparaison, en 2012, les 3 pôles, je pense, tournaient autour de, en termes de poids électoral, autour de 52, voilà, disons du poids électoral. Et cette fois-ci, ça tourne autour de 48, quelque chose %. Donc ça veut dire que en termes de poids électoral, nous voyons un peu une petite diminution par rapport, disons, au poids que représentaient ces 3 pôles. Hein, voilà. C'est dû à quoi? Peut-être que, voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ont été sortis sur le fichier. Voilà, donc il y a aussi l'exode rural. Il y a tout, en tout cas, il y a un certain nombre de choses. Les transferts et tout ça. Hein? Les transferts d'électeurs. Les transferts d'électeurs, pendant qu'on y est, quand on parle de transferts d'électeurs, regardez les quartiers, pardon, les régions périphériques. Voilà, donc quand tu prends Matam, donc frontalier avec, n'est-ce pas, la Mauritanie, hein, voilà, donc qui n'est pas loin de la Mauritanie, j'allais dire. Tu prends Ziguinchor avec la Guinée-Bissau, regardez un peu. Hein, donc, dans ces localités, il y a les bureaux de vote, n'est-ce pas, ont été augmentés parce que simplement, voilà, donc on a enregistré pas mal d'inscrits et encore c'est la même rengaine. En tout cas, c'est le même discours qui revient. On vous dira, ouais, on a fait voter, n'est-ce pas, des étrangers, donc il faut surveiller l'un dans l'autre. Bref, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'opposition peut avoir des chances si elle sait saisir ses chances, n'est-ce pas, si elle sait saisir, n'est-ce pas, la balle au rebond. Aujourd'hui, Macky Sall a facilité la tâche à l'opposition. Il y a 4 pôles. Moi, j'aurais même souhaité peut-être qu'il y ait peut-être même 3. Hein, voilà, mais aujourd'hui, il y a 4 pôles. Maintenant, si on prend Touba, avec
avec Madické. Oui. Madické qui risque vraiment de partager les points avec les libéraux. La mayonnaise n'a pas pris, je crois. Voilà, vous pensez? Non, la mayonnaise n'a pas pris avec Madické, je crois bien. Les gens ont flairé le coup. Il existe dans les médias, mais sur le terrain. Parce que moi je me disais que l'arrivée de Madické arrange Macky Sall. Oui. Parce que Madické va grignoter, oui, n'est-ce pas, dans l'électorat, n'est-ce pas, Mouride, Pérez. Oui. Et puis voilà, ce qui va diminuer le poids, n'est-ce pas, du Pérez. Ça l'arrangeait. Mais quand tu dis que la mayonnaise n'a pas pris, non, la mayonnaise n'a pas pris. À mon sens, la mayonnaise n'a pas pris. Okay. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose tout à l'heure? Voilà, je voulais ajouter, donc il y a une donne qu'il faut ajouter par rapport aux élections précédentes. Il y a la donne Sonko. Bon, parce que ceux-là, les électeurs, n'oubliez pas que pendant longtemps, il y a eu un fort taux d'abstention qui s'explique parfois par le fait que certains ne se retrouvent pas à la manière à travers laquelle la politique se fait au Sénégal. Bon, ceux-là pourraient reporter leur voix sur Sonko et je crois que ça ne va pas arranger le pouvoir sortant. Thierno Ibrahima Diop, journaliste, analyste politique à Dakar Actu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à vous aussi, Bakary Domingo Mané, pour avoir répondu à notre invitation. Merci. Un grand merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Walfadjri. Merci à Maudou Fall qui a assuré la partie technique. C'est à présent terminé pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine.